Bienvenue donc à ce webinaire. Je vais commencer. Pour ceux qui ne me connaissent pas, je suis Agnès Villermet. Mon objectif dans ces webinaires, c'est vraiment de vous présenter la gamme que je distribue au Luxembourg via la société Luxe Esthétique. On connaît Nicolas Blaise et donc on a décidé de vous présenter aujourd'hui les compléments alimentaires du laboratoire Biogénie Project. En parallèle aussi, je fais pas mal de formations, certains me connaissent. J'anime notamment la formation des assistantes sur Nice. Aujourd'hui, donc j'ai le plaisir d'accueillir Nicolas, qui est le fondateur du laboratoire Biogénie Project. Et l'idée, c'était de discuter ensemble pendant environ 50 minutes de l'importance des compléments alimentaires en médecine esthétique. Donc, Nicolas, je vais te donner la parole. Je vais essayer de bloquer les micros pour pas que ça fasse trop de bruit. Je te laisse partager ton écran. Merci Agnès de ta proposition. Je vais essayer de vous présenter les compléments alimentaires à la fois avec des généralités pour juste resituer quel type de produit c'est. Et puis après, des applications très pratiques et des choses peut-être un peu moins connues. J'évoquerai des choses moins connues dans ce qui est à votre disposition, en tout cas à la disposition à la fois des médecins ou des équipes médicales. Donc, je vais… Alors, il faudrait que ça fonctionne. Est-ce que ça ne fait pas? Donc, je vais reprendre là. C'est pas possible. Tu vas dans données cellulaires. Il fait ce que je fais pour donner. Voilà. Donc, la première partie, c'est juste sur les généralités. Donc, c'est juste pour vous rappeler à quoi correspondent les compléments alimentaires. Parce qu'on en entend souvent parler dans les médias, surtout dans les organismes de consommateurs. Ils sont souvent très critiqués, parce qu'on entend souvent dire que ça ne sert pas à grand-chose, que c'est la poudre de perlimpinpin ou que c'est de l'escroquerie. Voilà. Alors qu'il faut savoir que, en fait, beaucoup de laboratoires qui travaillent sur les compléments alimentaires utilisent des produits qui sont de grande qualité avec des objectifs très précis et souvent issus de biotech et de développement qui sont très intéressants. Donc la réglementation, juste pour les situer, donc en fait, si on reprend les directives, alors c'est valable pour toute l'Europe, donc en fait, ce sont des produits qui sont destinés à compléter les régimes alimentaires. Et souvent, à l'origine, c'était donc une source concentrée de nutriments, en vous rappelant que les nutriments, ça correspond à des substances qui sont vitales. Vous avez les vitamines, vous avez les acides aminés, vous avez les oligoéléments, qui sont donc des substances naturelles dont le corps a besoin. Et donc, les compléments alimentaires permettent de complémenter cet apport. Bon, aujourd'hui, il y a d'autres développements, notamment sur les plantes, sur les ingrédients de santé, ce qui fait que les propositions sont élargies. Alors, ce qui est intéressant, évidemment, dans le cadre de la médecine esthétique ou de la chirurgie ou de la médecine tout court, c'est que en fait, les compléments alimentaires, notamment sur la qualité des tissus, ce qui vous intéresse plus particulièrement, ont vraiment des intérêts sur l'élasticité, sur leur hydratation. Et puis, on verra, je ferai un petit module sur l'inflammation aussi, qui est un des fléaux, entre guillemets, en tout cas, un des principes, un des systèmes de pathologie qui aggrave beaucoup de pathologies, beaucoup de maladies et qui peut aussi avoir des conséquences au niveau purement esthétique et même au niveau de la qualité des interventions qu'on peut avoir. Et puis, je vais également vous faire une petite partie sur ce qu'on appelle la notion d'environnement nutritionnel, c'est-à-dire quand on fait une intervention, quelle que soit d'ailleurs l'intervention, on attend un remodelage tissulaire, ce qui est intéressant dans l'environnement nutritionnel pour optimiser cette opération. Alors, les compléments alimentaires, donc, ils ont une réglementation spécifique qui est quand même intéressante à connaître. Et notamment les précautions d'usage par population. C'est des questions qu'on a souvent parce qu'en fait, il y a des mentions qui sont obligatoires pour un certain nombre de populations. Et donc, il faut les connaître parce qu'on a des questions sans arrêt, notamment la première, c'est la femme enceinte. Pratiquement sur tous les compléments alimentaires, vous trouverez cette notion, pas de consommation sans l'avis d'un professionnel de santé. Et en fait, c'est lié à un principe de précaution. Vous savez qu'en France, quand on fait une supplémentation spécifique, pour que le produit soit autorisé chez la femme enceinte, il faut qu'il ait été testé, c'est-à-dire qu'il y ait une évaluation de la toxicité.
ce qui évidemment n'est pas toujours le cas. Mais des fois, on a cette précaution sur des produits très simples comme le magnésium. C'est-à-dire qu'on dit aux gens, attention, consommation de magnésium pour la femme enceinte ou le zinc, alors qu'on sait que ce sont des minéraux qui sont très importants. C'est la réglementation et on est obligé, évidemment, de l'appliquer. Et puis ensuite, ce qui vous concerne moins, il y a aussi une réglementation spécifique aux enfants, puisqu'il faut pouvoir préciser, quand on donne un complément alimentaire à l'enfant, sur les étuis, enfin, sur la présentation. Et donc ça, ce sont des obligations. Alors, un critère encore généraliste, c'est souvent la question de la galénique qu'on va choisir. C'est-à-dire, est-ce qu'il faut prendre des gouttes, des gélules, des capsules, parce qu'il y a une disparité et plusieurs formes possibles. Il y a des principes que beaucoup de laboratoires appliquent. Le premier, c'est que la galénique que vous présentez doit respecter l'ingrédient et sa biogénie. Alors, la biogénie, c'est le fait qu'il faut que l'ingrédient soit bioactif. C'est-à-dire que si on présente un ingrédient sous une forme qui n'est pas absorbée par le corps et qui n'est pas utilisée, ça n'a pas beaucoup d'intérêt. La deuxième règle qu'il faut absolument appliquer, qu'on retrouve, c'est la dose. On nous pose aussi souvent la question, quelle dose utiliser, quelle quantité utiliser. Donc, il faut que le complément alimentaire qu'on propose ait une dose qui soit active. Et enfin, ce qui paraît évident, c'est qu'il faut qu'il y ait une bonne tolérance, c'est-à-dire qu'il faut que les gens supportent bien le produit et il faut qu'il y ait une bonne observance. Les deux vont souvent ensemble. On s'aperçoit que quand le complément alimentaire est mauvais, à mauvais goût ou donne des troubles digestifs ou même quelquefois des réactions cutanées, l'observance, elle tombe tout de suite et les gens ne le consomment plus, ce qui est tout à fait logique. Alors à gauche, je vous ai mis un petit exemple de deux produits qui sont incompatibles, on ne peut pas les prendre ensemble. C'est par exemple si vous prenez du silicium, le support est aqueux, parce que le silicium, c'est un minéral qui suit le cycle de l'eau au niveau physiologique. Et la vitamine D3, qui elle est une vitamine lipophile, donc qui va dans le gras, donc on l'apporte toujours sous forme de support huileux. Et enfin, petite réflexion générale, il faut faire très attention aux additifs de fabrication. C'est même souvent comme ça qu'on peut repérer la qualité d'un complément alimentaire. C'est de regarder les additifs. Il y a notamment un certain nombre de produits qui disposent d'additifs chimiques en grande quantité. Et donc là, il faut faire attention, notamment aux conservateurs, en particulier quand ils sont de synthèse. Alors, les formes galéniques qui aujourd'hui sont à disposition, vous en avez principalement 4. Alors, il y en a qui sont très connues, évidemment. Hein. Donc, vous avez les gélules. Moi, c'est une forme que j'aime bien parce que finalement, c'est une forme qui demande moins d'additifs chimiques, qui a une bonne biodistribution, qui souvent protège l'ingrédient et qui permet une variété dans la dose. Juste petit commentaire, quand vous allez regarder sur un complément alimentaire, vous allez regarder, puis vous allez voir, il y a toujours indiqué le type de gélule qui est utilisé. En fait, vous avez 3 types de gélules. Vous avez des gélules à base de gélatine d'origine bovine, vous avez des produits à base de gélatine végétale, et ensuite vous avez ce qu'on appelle des gélules pullulanes, qui sont à base de tapioca. Voilà, sachant que cette 3e catégorie de gélules est considérée comme celle qui a la plus grande qualité puisqu'il n'y a pratiquement aucun additif chimique. Ensuite, vous avez les capsules. Donc, les capsules, ce sont souvent des capsules de gélatine. Et en fait, ce sont des formes qui sont obligatoires, notamment sur les oméga-3, parce que ce sont des produits qui ont une plus grande protection des principes actifs et qui permettent, notamment sur les oméga-3, de les protéger contre l'oxydation. Après, vous avez les poudres en sachet. Ça, vous devez en avoir déjà vu. Ça permet, la poudre, d'ingérer une plus grande quantité de produits. Hein. C'est souvent le cas avec les collagènes. Il y a souvent des collagènes en sachet. La problématique que vous avez peut-être rencontrée, c'est le goût. Notamment certains collagènes d'origine marine, s'ils sont mal aromatisés, ne sont pas faciles à prendre. Du coup, on repart sur un problème d'observance. Et après, vous avez les comprimés. Bon, ça, c'est très connu. La différence entre comprimé et gélule, c'est que dans un comprimé, vous pouvez mettre plus de principes actifs, hein, puisque vous allez compresser le produit. Donc, évidemment, on va en faire entrer une plus grande quantité. L'inconvénient, souvent, c'est qu'il y a beaucoup d'additifs, et notamment d'additifs chimiques, pour que le comprimé soit stable, qu'il ne se dégrade pas et qu'il soit bien absorbé.
Après, vous avez les solutions. Alors, vous avez des flacons. Donc, ça, c'est des présentations multidoses, c'est-à-dire que vous avez plusieurs donc vous pouvez prendre plusieurs doses. L'inconvénient, quelquefois, c'est que ce sont des produits, il y a des conservateurs, puisqu'évidemment, une fois qu'ils sont ouverts, on va les consommer sur plusieurs jours, donc on peut avoir une risque de dégradation. Bon, il y a certains produits qui ne nécessitent pas vraiment de conservateur, mais enfin, souvent, il faut regarder quand même ce qu'il y a comme conservateur. Après, vous avez les ampoules. Alors, le gros avantage de l'ampoule, c'est qu'il n'y a pas de conservateur, puisque c'est évidemment fermé, c'est d'usage unique. Et c'est très intéressant, notamment sur certaines plantes, parce que ça permet d'avoir une plante voilà, sans additifs du tout, des extraits qui soient aqueux ou alcooliques. Voilà. Bon, c'est la forme une forme assez coûteuse et qui est aussi fragile dans le transport. Mais même si elle paraît obsolète et un peu ancienne, moi, je considère que c'est vraiment très intéressant. Et puis, vous avez la dernière mode, donc le gummies. Alors là, aujourd'hui, notamment dans la beauté, on est envahi de gummies. Alors moi, je vais vous dire tout de suite, je ne suis pas très fan. D'abord, la première chose, alors c'est très agréable à prendre, hein, c'est des petits bonbons. Le gros problème, c'est qu'il y a très peu de principes actifs dans un gummies. En fait, le gummies, c'est surtout de la glycérine, un petit peu de pectine en gélifiant, mais il y a quand même peu de principes actifs. Et surtout, il y a un risque de dégradation stomacale qu'on n'a pas avec les gélules ou les capsules. Donc, moi, c'est une forme alors, qui est vraiment... Enfin, tous les laboratoires s'y mettent hein, aujourd'hui. Alors, je n'ai pas de jugement, hein, c'est à chacun de se faire son opinion. Mais c'est la grande innovation de ces dernières années. Quand on cherche vraiment à amener une quantité de principes actifs importants, c'est comme des formes qui sont limitées. Alors, les objectifs qu'on retrouve, nous, avec les consommateurs, il y a beaucoup de démarches personnelles. Il y a beaucoup de gens, malgré tout ce qu'ils entendent dans les journaux et dans la presse, qui aiment les compléments alimentaires, en tout cas qui y trouvent un bénéfice. Donc, ce sont des gens qui travaillent sans recommandation, donc c'est leur démarche. Et puis, évidemment, il y a toute la place des personnels, des professionnels de santé, des médecins, de leurs équipes, et notamment dans les accompagnements de techniques esthétiques, ça peut être très intéressant. Alors, je vous ai mis quelques exemples pour vous montrer la disparité de ce qu'on peut trouver. Voilà, ça va de ce que j'ai appelé des vitamines à ce que j'ai appelé les autres. Donc, on peut faire juste un petit regard. Donc, les vitamines, vous les connaissez. Hein. Alors, en général, donc, les vitamines, je vous rappelle, c'est essentiel. Essentiel, ce n'est pas qu'un mot, c'est un mot qui a une signification importante. Ça veut dire qu'en général, l'organisme ne sait pas les fabriquer. Donc, quand on apporte des vitamines, c'est pour suppléer à une mauvaise alimentation ou à une insuffisance d'alimentation ou à un problème très spécifique. Il y aura un petit bémol avec la vitamine D, on verra tout à l'heure, puisqu'une partie de la vitamine D, quand même, on peut la trouver dans la nourriture, enfin dans son quotidien. Petit focus en bas sur les vitamines du groupe B que vous devez voir souvent sur le complément alimentaire. Il faut savoir que les vitamines du groupe B sont des vitamines essentielles à toute notre énergie, en particulier cognitive, c'est-à-dire tout notre fonctionnement du cerveau a besoin des vitamines du groupe B. C'est pour ça qu'on les retrouve beaucoup dans les produits destinés au traitement de l'équilibre comportemental, de la dépression, de la fatigue, de la concentration ou de la mémoire. Après, vous avez les oligoéléments. Donc, les oligoéléments, c'est comme les vitamines, c'est essentiel. Si on ne vous en apporte pas, vous n'en fabriquez pas par définition, puisque ce sont des minéraux. Et je vous ai cité les deux qui me semblent très importants, notamment en médecine esthétique, que sont le zinc et le silicium. Après, vous avez les plantes. Donc là, on est dans des domaines, évidemment, les plantes, ce n'est pas essentiel au fonctionnement, mais par contre, ça a vraiment un intérêt sur la santé en général. Je vous en ai cité deux qui sont connus, qui sont la sauge et la rhodiola rosea. Bon, la sauge est une plante qui est utilisée pour la mémoire ou notamment pour l'équilibre hormonal chez les femmes. Et la rhodiola rosea, c'est ce qu'on appelle une plante adaptogène. Vous avez dû en entendre beaucoup parler des plantes adaptogènes. C'est des plantes qui permettent de s'adapter au stress. Et elles sont très intéressantes parce que finalement, dans la pharmacopée traditionnelle, dans le médicament, on trouve peu de ce type de produits. Après, vous avez beaucoup de biotech qui travaillent sur l'optimisation de certaines parties des plantes. Une qui est très connue, qui est la curcumine. Je peux en parler aujourd'hui. La curcumine, c'est en fait un ingrédient qui est tiré du curcuma et qu'on utilise beaucoup dans les douleurs, dans l'inflammation.
C'est très prisé par les gens, enfin par les consommateurs, parce que c'est, à la différence d'anti-inflammatoires, on va dire de médicaments, il y a peu de toxicité, peu d'effets secondaires. Il y a beaucoup de curcumines différentes. Donc, vous verrez que beaucoup de laboratoires se revendiquent de la meilleure curcumine du monde. Alors, c'est un peu une guerre un petit peu inutile. Il y a beaucoup de développeurs. Donc, effectivement, vous avez le Longvida, vous avez le Curcugreen, vous avez le Thiomyr Pure Gold, qui sont des curcumines différentes. Elles ont toutes beaucoup de qualité. Et ça, je laisse toujours un peu aux patients et aux thérapeutes le soin de faire son choix. Une plante très intéressante, en dessous, le safran, qui est une plante, on dit souvent, très efficace chez la femme, notamment sur les troubles comportementaux, mais j'y reviendrai un petit peu tout à l'heure. Et puis, vous avez les autres ingrédients, donc deux que vous connaissez particulièrement, qui sont le collagène et l'acide hyaluronique, et un sur lequel je vais insister un petit peu plus, les oméga 3, parce qu'il y a vraiment un intérêt réel sur la peau, sur la santé, sur le plan esthétique, sur le plan des interventions, qui est quelquefois un petit peu sous-estimé. Alors, pour entrer dans le vif du sujet après cette présentation, quel complément alimentaire pour accompagner la médecine esthétique et anti-âge? Alors, il y a souvent maintenant, je pense être confronté à ça, un switch entre les deux, c'est-à-dire que finalement, entre la pratique de la médecine esthétique et la prise en charge de soins anti-âge, il y a des liens très forts. Alors, un des premiers problèmes, évidemment, c'est la qualité du collagène et de l'acide hyaluronique. Ils sont des substances essentielles à la qualité de la peau, à tous les tissus conjonctifs. Donc, une des premières démarches, c'est de renforcer cette qualité. Et une deuxième démarche peut être d'accompagner des actes de médecine esthétique pour accompagner le processus et renforcer son efficacité. Alors, sur la qualité du collagène et de l'acide hyaluronique, je vous ai cité des choses. Alors, il y a collagène et l'acide hyaluronique, évidemment. Je ne vais pas vous en parler trop, je vais quand même développer, mais disons que je vais essayer de parler des choses moins connues que sont les minéraux comme le silicium, le zinc, et les vitamines, notamment la vitamine D3 et la vitamine K2. Et puis, on fera un petit peu le même focus sur l'accompagnement des actes de médecine esthétique. Alors, juste un petit rappel pour se rendre compte de l'importance du collagène et de l'acide hyaluronique. Donc ça, c'est une structure, je pense que vous connaissez tous, voire mieux que moi. Ce qui est très important, c'est la place du collagène. En fait, le collagène, c'est pratiquement la substance qui… Alors d'abord, le collagène, il est dans tous les tissus. On le retrouve à la fois dans le cartilage, dans l'os, dans la peau, dans les vaisseaux. Pratiquement dans tout le corps humain, dans les fascias, qui sont les structures qui maintiennent le corps, on retrouve ce collagène. Et dans le vieillissement, un des premiers signes de vieillissement, c'est ce qu'on appelle la perte de fonction et la déshydratation de cette substance. La perte de fonction, c'est le fait que le collagène change de nature. Et qu'en changeant de nature et en vieillissant, en s'appauvrissant, en étant plus rigide, en étant plus fibrotique, en perdant son hydratation, il ne tient plus son rôle mécanique. Donc, il crée une altération mécanique du tissu avec des conséquences à la fois visibles, mais qui peuvent être aussi invisibles. Donc, évidemment, renforcer le collagène est un acte très important. L'acide hyaluronique, lui, il a un rôle un petit peu plus de viscosité, mais il est tout aussi important et lui aussi évolue vers une dégradation avec le temps. Ce qui est très intéressant et ce qui est très important, c'est de savoir que pour renouveler le collagène et pour renouveler l'acide hyaluronique, il faut une intervention, il faut un processus de contrainte. Certes, on peut nourrir ces substances, mais quand il y a vraiment une dégradation, il va falloir un peu briser ce qui existe pour reconstruire. Et c'est donc là, on rentre plus dans ce qu'on appelle l'acte de médecine esthétique ou l'acte de contrainte qui va permettre la reconstruction. Donc en fait, on peut soit valoriser ce qui existe, soit optimiser et favoriser une reconstruction, même si elle est minime.
Le corps humain, comme vous devez le savoir, c'est un équilibre entre la construction, l'anabolisme, et le catabolisme, la destruction. Et puis, arrivé à un certain âge, malheureusement, le catabolisme, donc la destruction, devient supérieur à la construction. Et les conséquences, eh ben, elles sont à la fois visuelles, mécaniques, voilà, et puis il y a une évolution qui est malgré tout inexorable. Donc, en fait, les deux approches sont possibles. Soit je renforce ce qui existe, soit j'active une reconstruction, ou en tout cas, je stimule un remodelage. Donc voilà un petit rappel. Donc l'acide urénique, composant essentiel de la matrice extracellulaire, donc tous les tissus conjonctifs, épithéliaux et nerveux. Ça participe à l'hydratation, à la cohésion, à la cicatrisation des tissus, et le collagène, comme je vous l'ai dit, famille de protéines la plus abondante, maillon essentiel des tissus, assure la cohésion, l'élasticité, indispensable au processus de cicatrisation. Et donc la question, c'est quelle forme utiliser dans le complément alimentaire quand on en apporte, c'est-à-dire quand on essaie de renforcer ce qui existe sans stimuler la reconstruction. Alors d'abord, il faut savoir que le collagène de la peau n'est pas le collagène du cartilage, n'est pas le collagène des vaisseaux. Donc en fait, il faut avoir un collagène très typé qui a vraiment été développé pour un usage très précis. Alors, je ne vais pas m'étendre trop sur le collagène parce que bon, ça serait un sujet qui mériterait une présentation complète et puis c'est relativement connu. Donc, dans la peau, vous savez que donc, les collagènes qu'on vous propose, c'est des collagènes de type 1. Et le dilemme qu'on retrouve, c'est la sourcing. Voilà. Est-ce qu'il faut utiliser un collagène bovin, d'origine bovine ou d'origine marine? Alors, je sais que la demande générale, c'est l'origine marine. Parce que l'origine marine, bon, d'abord, c'est un côté plus sympathique. Après, sur les études, c'est un petit peu différent. Sur les études cliniques, il y a un véritable dilemme et il y a beaucoup d'études qui montrent que malgré tout, le collagène d'origine bovine a une efficacité assez importante. La deuxième question qu'on peut se poser pour le collagène et pour l'acide hyaluronique, là j'ai pris l'exemple de l'acide hyaluronique, c'est est-ce que si vous en prenez par voie orale, alors il y a deux usages possibles, évidemment la cosmétique, ce n'est pas le sujet du jour, et puis l'apport par voie orale. Donc la question c'est est-ce que je me supplémente par voie orale? Ça va être directement actif dans les tissus, parce que vous savez qu'il va y avoir le passage de la barrière stomacale, il va y avoir la digestion, le passage hépatique. Donc en fait, est-ce que vraiment l'ingestion par voie buvable peut renforcer les tissus? Alors, il y a certaines études qui le montrent, donc il ne faut pas y renoncer. Sur l'acide hyaluronique, il y a encore un autre usage, c'est évidemment les injections. Donc, prendre des comprimés ou des solutions à base d'acide hyaluronique, c'est d'essayer d'aller dans des parties du tissu où une injection ne va pas ou une crème ne va pas. Mais il y a une vraie question qui se pose, c'est est-ce que les molécules d'acide hyaluronique qu'on prend en complément alimentaire vont vraiment avoir cette capacité d'aller jusqu'au derme? Est-ce qu'elles ont une bonne biodisponibilité? Est-ce qu'elles ont une bonne bioactivité? Et on n'a pas toujours les réponses. Et tous les compléments alimentaires qu'on propose n'ont pas cette qualité. Donc, il faut être très vigilant à ça. Nous on n'en propose pas à l'heure actuelle. Mais quand vous avez un laboratoire qui vous en propose, il faut toujours voir les études et voir un petit peu le background scientifique qu'il y a. Il y a des labos qui en font des très bons acides hyaluroniques. Petite précision, il y a aujourd'hui notamment un laboratoire italien qui développe des acides hyaluroniques. Certains sont destinés à la peau, d'autres aux articulations, d'autres à l'œil, puisque le vitré de l'œil est très riche en acides hyaluroniques, d'autres à la sphère gastrique. Voilà. Donc il y a tout un panel possible. Alors, un sujet qui est moins connu et sur lequel moi je travaille plus, c'est l'importance de l'environnement nutritionnel. Donc là, on est dans l'accompagnement de l'intervention. En fait, c'est de savoir si on peut préparer les processus de construction, les processus de réparation ou les processus de remodelage. Et que donc, on peut en même temps renforcer la résistance au stress et au stress physique de l'environnement en apportant ces produits. Donc moi, je travaille beaucoup sur deux minéraux, que sont le silicium et le zinc. En fait, donc là, on est dans des nutriments de base, c'est-à-dire qu'on n'est plus dans des molécules déjà de synthèse, enfin synthétisées. On est vraiment dans les molécules, des produits de base, des minéraux de base
que sont le zinc et le silicium, et qu'on va utiliser pour favoriser les processus de synthèse, et en particulièrement sur le collagène, où ce sont des éléments très importants. L'intérêt, c'est qu'on va essayer de limiter les processus de fibrose, qui peuvent être post-intervention, et essayer de diminuer aussi les processus d'inflammation. Et donc, l'idée, c'est de favoriser, à un moment où on va avoir un acte, l'environnement nutritionnel pour que le corps puisse avoir à sa disposition ces deux éléments. Voilà, donc ça c'est un petit résumé. Tous les actes, en fait, c'est le processus de contrainte. Vous savez que les tissus se reconstruisent quand il y a contrainte. Il n'y a qu'à voir les astronautes qui sont sans contrainte, sans pesanteur. En fait, ils ont un corps qui perd un peu de sa structure. Donc, tous les actes, ça peut être l'acupuncture, ça peut être du massage, ça peut être des techniques esthétiques, en fait, interviennent toujours en contraignant le collagène, en contraignant les tissus et en permettant une reconstruction et une hydratation. Alors, premier élément, le silicium. Donc, le silicium, c'est l'architecte des tissus. C'est-à-dire que c'est vraiment une base d'organisation tissulaire. Il a un rôle très spécifique à la fois sur la peau, sur les fanères et sur les cheveux. D'abord, il participe à leur résistance et à leur élasticité. Il est impliqué dans tous les processus de cicatrisation. Alors, quand je dis cicatrisation, c'est au sens large du terme. Hein. Même un petit traumatisme, une petite action de contrainte entraîne un processus de reconstruction, donc de cicatrisation. Il a une caractéristique très importante, c'est que c'est un hydratant de la qualité des tissus. En fait, il ne puise pas dans l'apport hydrique physiologique, il crée des molécules d'eau in situ. Enfin, il a un rôle qui est fondamental. En fait, il permet de lutter contre la glycosylation du collagène, qui, vous savez, est un des facteurs de dégradation. Les sucres peuvent se condenser sur le collagène et à ce moment-là, entraîner leur dégradation. Le silicium prévient ce processus, en tout cas le diminue. Et puis, c'est un élément qui donne une résistance au stress environnemental. En phytothérapie, dans les plantes, on dit que c'est un protecteur du stress abiotique, c'est-à-dire de l'environnement. Donc le froid, la sécheresse, le vent, la pollution. Un point très important, le silicium, en fait, c'est un minéral, c'est le minéral de l'eau. Alors c'est un peu complexe à expliquer, mais c'est très important de l'apporter en continu dans la journée. Donc c'est des techniques de prise qui sont assez particulières, notamment c'est en solution, à rajouter dans l'apport hydrique et apporter toute la journée. Alors je vais vous faire rapidement. Je vais vous montrer pourquoi. Alors ça, c'est un exemple de structure à base de silicium. Vous savez que la vie s'est construite à 95 ou 96% sur le carbone. Dans les mers, il y a des structures qui sont à base de silicium. Voilà. Et ce qui est très intéressant à voir, c'est qu'elles sont très structurées, très esthétiques, très harmonieuses. Et ça symbolise bien le rôle de silicium au niveau de l'organisation tissulaire. Et alors, je mets toujours ce schéma, c'est les poules. Elles ne sont pas très belles, les deux, hein, j'en conviens. Celle de gauche, elle n'est pas carencée en silicium, et celle de droite, elle l'est. Et là, on voit l'importance de la structure, de la silice sur la structure. Et ce qui est très intéressant, c'est que dans cette photo, il y a plusieurs informations. La première, donc, c'est l'importance de la silice. La deuxième, c'est qu'il y a un point commun entre la silice et l'apport journalier continu, c'est qu'une poule mange toute la journée. Donc, en fait, elle utilise le silicium en continu. Et quand on fait un apport en supplémentant, par exemple, dans la journée, dans une bouteille d'eau en silicium, on a cet apport continu qui est vraiment le plus efficace pour renforcer les tissus. Deuxième minéral dont je voulais vous parler, c'est le zinc. Donc, le zinc, je pense que vous le connaissez tous. C'est l'oligoélément en particulier très important pour la peau. Il y a des usages qui sont très classiques, notamment dans l'acné. Et c'est un oligoélément qui favorise tous les processus de cicatrisation, qui est considéré aussi comme un anti-vieillissement, entre guillemets. Alors, son rôle physiologique, c'est qu'il participe à la synthèse du collagène, donc au processus de modelage de reconstruction. Alors, si on devait rapprocher silicium et zinc, le silicium, c'est comme le ciment dans une construction, hein, c'est un élément de structure.
Le zinc, lui, il ne va pas être dans la structure. Il va uniquement stimuler les processus de reconstruction, stimuler les enzymes qui fabriquent le collagène, stimuler la différenciation des fibroblastes, et stimuler en fait l'activité de reconstruction. C'est pour ça qu'il est particulièrement intéressant d'utiliser, notamment quand il y a même dans les grosses situations traumatiques. On sait aujourd'hui que quand on a un traumatisme, en fait, on a vraiment une surconsommation en zinc pour se reconstruire. Donc, c'est vraiment un moteur, le silicium étant vraiment un élément de structure, le zinc est un élément moteur. C'est aussi un régulateur de l'inflammation. Et il faut savoir qu'une des signes de carence du zinc, c'est l'inflammation. Quand on a quelqu'un, par exemple, qui a des rougeurs, des troubles de cicatrisation au niveau de la peau, un simple apport de zinc peut vraiment améliorer la situation. C'est vraiment un régulateur de ce processus et particulièrement actif sur la peau. Et puis, c'est un produit dans les processus de cicatrisation. C'est pareil, si vous avez quelqu'un qui est carencé en zinc, un des symptômes, ça va être des troubles de cicatrisation. Ça se retrouve chez les personnes âgées, quelquefois sur des escarres, même sur des troubles cutanés. On peut, uniquement en apportant du zinc, avoir un effet d'amélioration. Alors, une petite technique sur la prise, alors c'est différent du silicium, là, on n'est pas obligé de le prendre tout au long d'une journée. En fait, on se dit 15 mg est la dose qu'on peut recommander, on peut la prendre le matin, par exemple. Aujourd'hui, les formes ont beaucoup évolué. Auparavant, ce qui bloquait en fait la prise de zinc, c'était le goût et la tolérance. Il y avait beaucoup de personnes qui ne supportaient pas, parce qu'en fait, le zinc au contact de la muqueuse de l'estomac crée des formes de nausées. Aujourd'hui, il y a des formes comme le bisglycinate, qui sont des formes qui ont des tolérances totales. Et donc, ça permet d'avoir une bonne observance. On revient un petit au sujet du départ. Et petit point de détail, on peut augmenter la posologie avec l'âge, parce qu'on sait qu'en vieillissant, le zinc, il a un rôle très général. Il peut avoir aussi un rôle au niveau cognitif, au niveau général. C'est vraiment un oligo-élément de la santé. Alors, voilà. Bon, j'ai fini sur les oligo-éléments. Je fais petit focus sur la vitamine D. La vitamine D3 et la peau. Donc, vous savez que la vitamine D, aujourd'hui, c'est une vitamine très à la mode, parce qu'on s'est rendu compte que, notamment dans nos populations, il y avait un risque quand même de carence et de subcarence. Cette carence, elle peut avoir des conséquences au niveau de la peau. C'est surtout ça dont je vais vous parler. Donc, sur la peau, il y a un côté antioxydant. Ça favorise la division cellulaire, ça favorise l'immunité cutanée et c'est une activité anti-inflammatoire. Donc, et on retrouve ça, notamment des études sur la peau sèche, irritée, sur des plaques rouges, sur des psoriasis, des vitiligo, des eczémas. Donc, la vitamine D3 est vraiment très intéressante. Là, c'est juste un petit rappel sur les recommandations biologiques. Beaucoup de gens sont perdus. C'est quelle dose prendre? Est-ce qu'il y a des risques de toxicité? Là, je vous ai donné les bilans biologiques. Beaucoup d'entre nous, quand on fait un bilan, on a ces taux de vitamine D. Vous pouvez les retenir. Les taux qui sont recommandés, c'est entre 30 et 70, je dirais plus proche de 60-70. Alors, il y a deux façons de l'exprimer. Il y a un nanogramme par millilitre ou nanomol. Voilà, je vous ai donné les deux parce que c'est vrai que suivant les laboratoires, quelquefois on a le résultat dans une forme ou dans une autre. Le risque de toxicité, il est extrêmement rare. Ça a été mis en exergue un peu, mais moi, j'ai rarement vu des personnes dépasser les taux que je vous ai indiqués. Ce qui est aussi intéressant avec la vitamine D, c'est essayer de voir quelles sont les personnes à risque de carence, parce que tout le monde n'est pas forcément en première ligne dans ce risque. La première chose, c'est les peaux foncées, c'est la pigmentation. Il faut savoir que les personnes qui ont une peau pigmentée, on synthétise moins bien la vitamine D. Donc, et notamment quand ils sont dans des latitudes plus au nord, ce sont vraiment des personnes qui peuvent souffrir de carence. Ensuite, vous avez les sportifs, et en particulier tous ceux qui pratiquent le sport d'intérieur, en salle par exemple. Ça, ce sont des personnes qui par fonction, par activité, en fait, sont peu à l'extérieur. Donc, on a retrouvé vraiment des carences chez ce type de comportement.
Les expositions faibles au soleil. Alors ça, c'est un mot générique, mais quand on regarde la littérature, ça a été regroupé. Donc, il y a les personnalités à mobilité réduite, par exemple tous les gens qui ont un handicap et qui, forcément, pour eux, c'est plus compliqué d'aller à l'extérieur, on ne se rend pas toujours compte. Donc, ils ont vraiment des temps d'ensoleillement, ou en tout cas avec les UV extérieurs qui est diminué. Donc, eux, il faut vraiment essayer de prévenir ces risques de carence. Les personnes hospitalisées, les personnes qui vivent en institution. Bon, là, ça correspond peut-être moins aux patientèles que vous retrouvez, mais les gens qui sont en EHPAD, surtout dans les EHPAD urbains, ils sortent pratiquement plus dehors. Donc, ils ont vraiment des risques de carence et ça a été montré dans plusieurs études. Les utilisateurs de crème solaire. Alors, je sais que c'est très important, la crème solaire, mais ça, en pratique, sur des gens qui vraiment l'utilisent beaucoup, ça peut créer des carences. Et puis, les protections vestimentaires, les gens qui ont des habillements très importants, enfin, qui couvrent beaucoup. Ensuite, les personnes qui sont en surcharge pondérale, parce que la graisse, c'est un très gros séquestre en fait la vitamine D, la rend moins active. Donc, il faut toujours veiller quand les personnes ont des surcharges à faire une supplémentation. Les personnes très âgées, les personnes souffrant de maladies osseuses et les syndromes de malabsorption. Voilà, je vais me dépêcher parce que je suis un petit peu en retard. Petit diapo sur les apports nutritionnels. Hein. Bon, ça, c'est quelque chose de très classique. Ensuite, petit focus sur une vitamine moins connue sur la peau, qui est la vitamine K2. Alors, vous avez la vitamine K1 et K2. La vitamine K1, c'est un médicament. La vitamine K2, je vous invite à vous, notamment dans les processus de rides, il y a eu des travaux qui ont montré qu'elle avait vraiment un intérêt assez intéressant. C'est en fait une vitamine qui optimise la distribution du calcium dans l'organisme. Et dans les processus de rides, il y a un effet qui est bénéfique. Alors, dernier focus sur un apport, c'est les oméga 3. Il faut savoir que les oméga 3, c'est un élément constitutif de la peau et c'est un élément extrêmement important. Donc, il fluidifie, il assouplit la peau, il ralentit le vieillissement et c'est un anti-inflammatoire. Ça, ce sont des travaux qui l'ont montré largement. Hein. C'est vraiment, en fait, les oméga 3 ils font partie des phospholipides cellulaires et c'est vraiment des constituants très importants. Dans les applications, dans les pathologies, ça va de la maladie à plus des problèmes de beauté. Il faut savoir que dans certaines maladies comme l'acné, le psoriasis, le vitiligo et l'eczéma, les oméga 3 ont vraiment un intérêt thérapeutique. Sur des vitiligo, quand c'est pris très rapidement, ça peut vraiment ralentir l'évolution. Bon, il y a une partie auto-immune dans le vitiligo, mais il y a une partie inflammatoire. Et là, les oméga 3, ça va être quelque chose de très intéressant. Le stress environnemental ou abiotique, dont je vous ai parlé tout à l'heure, sur les brûlures, sur le soleil, sur la sécheresse, un apport en oméga 3 augmente la résistance à ce type de stress. Et puis l'hydratation cutanée, où là, vous avez un effet qui a été démontré et qu'on peut aussi associer au silicium. Petit focus sur un autre aspect de l'oméga 3, que moi je trouve passionnant, c'est la cellulite et la peau d'orange. En fait, dans les adiposités et la peau d'orange, la cellulite, il y a deux aspects. Évidemment, il y a un aspect hormonal, mais il y a un aspect d'auto-entretien et d'inflammation. Là, vous avez un petit schéma où en haut, en fait, en bas, on voit un état inflammatoire sur des adipocytes. Ce qu'il faut savoir, c'est qu'en fait, c'est un processus qui s'auto-entretient. Comme il s'auto-entretient, même des restrictions alimentaires, des modifications hormonales, quelquefois n'arrivent pas à moduler ça. Donc, vous avez des gens qui ont des adiposités ou des cellulites, alors qu'ils ont un BMC qui est faible, qui sont plutôt minces, parce qu'en fait, ils ont un état inflammatoire. Et donc là, c'est très intéressant. Les oméga 3 peuvent donner des résultats spectaculaires, même au niveau visuel, sur la peau d'orange, parce qu'en fait, ce sont vraiment des éléments de résolution de l'inflammation. Ce sont à la fois des anti-inflammatoires, mais c'est des éléments de résolution. Donc, c'est-à-dire qu'ils vont couper ce cycle infernal de l'adipocyte qui crée une inflammation et qui entraîne une différenciation adipocytaire, en fait, qui entraîne un cycle un peu vicieux.
on a du mal à se sortir. Petit résumé sur l'inflammation, qui est quand même, ce n'est pas le sujet du jour, mais que quand même le processus physiologique le plus impactant sur la santé. Voilà, c'est un processus naturel, mais qui, en vieillissant ou dans certains tissus, peut devenir un contributeur très important de pathologies ou de troubles divers et variés. Et dans ces troubles, il y en a un qui est peu pris en compte, c'est l'équilibre psychique. On s'est aperçu que beaucoup de personnes qui avaient une adiposité, notamment abdominale, qui est une vraie bombe inflammatoire, en fait, ils avaient une perturbation de l'équilibre général des neurotransmetteurs. Donc, en fait, on s'adresse à des gens sur lesquels il y a des conséquences psychiques, alors des anédonies, c'est-à-dire des pertes de plaisir, des irritabilités, des pertes de confiance, des troubles de concentration, des pertes de mémoire, qui sont liées à ces déséquilibres des neurotransmetteurs, puisque cette adiposité abdominale va créer à la fois un trouble de la sérotonine, donc l'hormone qui nous sert à l'équilibre du comportement, de la dopamine, l'hormone du plaisir. Donc, ce sont des gens à qui on va demander des fois des efforts de comportement alimentaire. On va essayer de leur redonner une confiance en eux-mêmes, mais ils ont, biologiquement, ils ont vraiment un handicap qui est cette inflammation systémique. Voilà. Et ça, vous avez des travaux qui sont faits à Bordeaux sur ce qu'on appelle la dépression cytokinique, c'est-à-dire la dépression inflammatoire, qui sont spectaculaires. Ça, c'est l'écho général d'une inflammation en dehors de l'adiposité. Voilà, je vous l'avais mis parce que je trouve ça intéressant. Alors, il y a l'immunosénescence, c'est-à-dire le vieillissement immunitaire, l'imprégnation virale, les gens qui ont des herpès, les gens qui ont des virus de l'Epstein-Barr, des gens qui sont atteints d'Helicobacter pylori, qui ont une inflammation systémique avec les mêmes conséquences que l'inflammation de l'adiposité. L'alimentation, les troubles métaboliques, la sédentarité, et puis les états de stress qui sont vraiment des cofacteurs de cette inflammation systémique, et puis cette obésité androïde, donc abdominale. Voilà les petits focus. Donc, si je faisais un petit résumé, donc les oméga 3, donc c'est le cœur de la peau. Moi, je pense que c'est vraiment quelque chose c'est vraiment la prescription reine dans les troubles cutanés. 3 éléments d'accompagnement de la structure que sont le silicium, le zinc et la vitamine D. Et puis l'acide hyaluronique qui est très important et le collagène aussi, hein, dont j'ai moins parlé, mais qui sont aussi intéressants. Et puis un petit rappel sur la vitamine K2. Voilà. Alors, si je faisais... Alors, oui, des recommandations un peu plus générales. Il y a le sexe, évidemment, les femmes et les hommes ne sont pas toujours actifs de la même façon. Il y a l'âge. L'âge, il faut toujours prendre en compte le vieillissement. Le vieillissement, c'est vraiment un critère, notamment sur les doses importantes. Le poids, en particulier la masse grasse, très important, notamment sur la vitamine D, comme je vous l'ai montré, et avec les oméga 3. L'état de santé général, et puis le type d'intervention pour vraiment avoir des traitements plus spécifiques. Donc là, je vais passer à ce que je fais moi. Donc je vais être assez rapide, mais enfin, je vais quand même vous présenter nous, ce qu'on a comme produit à notre disposition. Donc nous, on travaille avec des oméga 3 qu'on appelle des AGPI marins, qui sont en fait des oméga 3 qu'on appelle de dernière génération, qui ont été développés notamment en Finlande, en Norvège. Récemment, ces oméga 3 ont eu le premier prix en termes de qualité. Ils ont une très forte biodisponibilité, ils sont extrêmement anti-inflammatoires. SPM, c'est donc en fait les molécules de résolution inflammatoire. Ils ont une teneur très élevée en DHA. Alors vous allez voir aujourd'hui, quand vous regardez un oméga 3, vous avez DHA et EPA, qui sont les deux constituants majeurs. Aujourd'hui, on se tourne beaucoup plus vers la DHA que vers les EPA, voilà, qui sont considérés comme moins actifs. Ils ont un taux de choline important, donc une grosse accrétion tissulaire, c'est-à-dire qu'ils ont une capacité très importante à intégrer les cellules et à avoir une accrétion sur le tissu. Ils résistent bien à l'oxydation, c'est un brevet mondial et surtout, ils sont issus de ressources durables puisqu'ils sont à base d'œufs de hareng. Donc, il y a très peu de prédation dans leur utilisation. Et puis, j'aurais rajouté qu'ils n'ont pas du tout comme ce sont des phospholipides, c'est-à-dire des molécules très petites, il n'y a pas du tout de problème de digestion et de digestibilité, ils sont très bien tolérés.
les gens ne mangent pas du poisson toute la journée quand ils les prennent. Voilà, et nous, on recommande 2 capsules par jour sur ce produit. Et voilà les autres produits. Donc la silice, donc nous on utilise une silice native. On donne 10 à 20 mg par jour. Donc on met des bouchons 2 heures. Très important, c'est le mettre dans une bouteille d'eau, le boire dans la journée. Si vraiment, alors on a en plus un effet de drainage avec, mais si vraiment on veut être actif, il faut vraiment contraindre les gens à faire cet apport au quotidien et pas seulement prendre la silice le matin en une prise. Le zinc à 15 mg par jour, nous, on a une forme extrêmement bien tolérée. Et puis la vitamine D3 et la vitamine K2, les doses qu'on recommande en vitamine D3, en général, c'est 2000 à 3000 unités par jour. Nous, ce qu'on propose, elles ont 1000 unités par goutte. Alors, il y a eu un débat entre la dose que souvent on retrouve, c'est-à-dire la dose unique en ampoule à 50 000 unités, et les apports quotidiens, c'est-à-dire journaliers. Aujourd'hui, il y a presque un consensus à dire quand même que les apports quotidiens sont beaucoup plus adaptés à la physiologie. Et voilà. Bon, la discussion restera le fait que les ampoules, alors d'abord, les ampoules, c'est la vitamine de synthèse, alors que nous, on propose une vitamine D qui est issue de l'algue rouge, donc qui est naturelle. Mais les ampoules restent remboursées par la Sécurité sociale. Et puis la vitamine K2, les critères de prise de la vitamine K2, c'est 90 à 180 microgrammes par jour. C'est un critère d'âge. 50 ans, 60 ans, il faut augmenter la dose régulièrement. Voilà. Nous, on recommande 7 gouttes par jour à partir de 60 ans, entre 50 et 60 ans, 5 gouttes, et avant 50 ans, 3 gouttes. Et pour terminer, dans les temps, donc, c'est un soutien efficace, ces compléments alimentaires, à la fois au vieillissement chronique, aux troubles de cicatrisation. Et moi, le sujet qui m'intéresse beaucoup, c'est l'accompagnement des techniques de médecine esthétique. Aujourd'hui, on travaille beaucoup avec des chirurgiens, des orthopédistes, parce qu'en fait, toutes les chirurgies sont concernées, notamment les chirurgies du pied, les poses de prothèses. Voilà. On essaie d'accompagner et les chirurgiens commencent à utiliser ça régulièrement. Voilà. Agnès, j'ai fini. Oui, merci beaucoup, Nicolas. Alors, j'ai déjà une question et n'hésitez pas soit à ouvrir le micro, soit à le poser dans le chat. Donc, j'ai une question. Dans la lutte contre le vieillissement, les apports protéiques sont fondamentaux pour lutter contre la sarcopénie. Que penser des apports supplémentaires de leucine? C'est très intéressant. Alors après, là, on est, oui, effectivement, là, c'est un sujet que je n'ai pas du tout abordé. Oui, tout à fait. En fait, c'est un des premiers signes. Je pense que je parle à des spécialistes, mais un des premiers signes du vieillissement, c'est en fait l'appauvrissement de la masse musculaire. Et donc, toutes les techniques de renforcement musculaire sont très intéressantes. Et sur la leucine, c'est très intéressant. Après, sur les acides aminés, il faut toujours valider qu'il y a une bonne fonction urinaire, qu'il y a un bon fonctionnement par rapport à l'insuline, qu'il n'y a pas de résistance. Mais c'est très intéressant. Je suis d'accord. On me demande… Alors, la vitamine A n'a pas été abordée. Alors, j'ai pas abordé, oui, j'ai pas tout abordé. J'ai fait un focus. Alors, la vitamine A, c'est complexe. C'est un peu comme en fait la vitamine E, notamment au niveau de la peau. Vous savez qu'il y a un travail qui a fait un grand bruit à l'époque, c'est le fait que les supplémentations avaient en fait induit un risque de cancer augmenté, notamment chez les gens qui allaient beaucoup au soleil. Et là, je sais qu'il y a des travaux qui ont été faits avec la vitamine E, on a un peu retrouvé ce même type de risque. En fait, il y a vraiment un doute par rapport à cet usage qui reste planant. Je vous renvoie à aller voir dans la littérature ce qui a été développé. C'est une vitamine qui est très intéressante, mais c'est une vitamine qui semble intervenir dans les systèmes de protection contre la carcinogénèse.
puisque vous savez qu'un des premiers fonctionnements du corps humain, quand il se protège de la carcinogénèse, c'est aussi le stress oxydant. C'est un outil physiologique pour détruire les cellules cancéreuses. Et il y a un léger doute. Donc, moi, je ne l'utilise pas. Après, je sais qu'elle est importante, mais voilà, il y a un petit doute. En tout cas, en médecine esthétique, il n'y a pas de… Ça dépend un petit peu des conditions de vie, c'est-à-dire que après, je ne sais pas en médecine esthétique si ça s'utilise, mais comme ça correspond beaucoup à la beauté de la peau et à la qualité de la peau, il y a quand même eu ces travaux qui ont perturbé beaucoup d'institutions, en fait. Le fait qu'une supplémentation excessive pouvait porter un risque. Voilà. OK. Pour revenir à la leucine, avez-vous un projet de complément nutritionnel? Non, pas sur la leucine. En fait, nous, dans les projets qu'on développe beaucoup, on a un projet sur l'acide hyaluronique. En fait, on travaille avec, je change un peu le sujet, mais on travaille avec une biotech qui développe des acides hyaluroniques spécifiques de certains organes. C'est-à-dire un acide hyaluronique dédié à la peau, un autre dédié au vitré de l'œil, au vitré tout court, un autre dédié au cartilage. Voilà. Parce qu'en fait, après, sur la leucine, on n'a pas de projet à l'heure actuelle. Mais pourquoi pas? Je vais regarder du coup. Je vais regarder. OK. Est-ce qu'il y a d'autres questions? Non? Eh bien, écoutez, y a-t-il un ouvrage en anglais ou français consacré au sujet de ce webinaire? Et on m'a demandé également la bibliographie. Alors, la bibliographie, je la tiens à votre disposition. Nous, on a une base de données qu'on agrémente en permanence. En fait, il y a beaucoup notamment sur la silice, un gros travail de synthèse que je fais depuis plusieurs années. Donc, après, sur des sujets particuliers, nous, on a une banque de données qu'on agrémente en particulier, enfin, sur ce que j'ai présenté. Sur le zinc, il y a énormément de choses. Après, de travaux de synthèse, malheureusement, il y en a très peu. Sur la silice en particulier, en fait, c'est la conjonction à la fois de la chimie de l'oxygène, ce qui peut paraître particulier, mais qui est quand même très important pour comprendre. De la cosmogénèse aussi c'est un peu particulier, mais ça aide beaucoup à comprendre. Et puis, sur le collagène, d'informations prises à droite et à gauche. Il y a aussi des travaux, voilà, mais des sujets de synthèse, il y en a peu. En phytothérapie, très bizarrement, on retrouve aussi beaucoup de choses sur la silice. Sur le zinc, là, la littérature est beaucoup plus explicite. Enfin, il y a énormément de publications. Hein. Tous les jours, il y a des publications sur l'intérêt. Sur la vitamine D, c'est pareil, c'est très important. Alors, sur l'environnement nutritionnel et la contrainte, ça, c'est des travaux que je développe avec des chirurgiens. On va essayer de faire des textes un petit peu plus complets. C'est une notion assez importante, mais qui n'est pas complètement, qui n'a jamais été vraiment écrite. C'est un sujet, à mon avis, qu'on retrouve dans des études, notamment sur le traumatisme, mais qui n'a pas été complètement aujourd'hui, on va dire, développé d'une façon stricte. Je ne sais pas si c'est très clair ce que je dis, mais bon, dans ma tête, ça l'est. Est-ce que les produits de Biogénie Projet sont en vente en pharmacie? Alors non, nous, on ne fait qu'une distribution par Internet. C'est un choix volontaire parce que c'est des produits très spécifiques. Voilà, et en fait, c'est difficile de faire ressortir cette spécificité voilà, que j'appellerais qualité, mais enfin, voilà, tout le monde va penser que je suis prétentieux. En pharmacie, où c'est un peu une guerre de tranchées voilà, auquel on ne veut pas trop participer. Néanmoins, on a des prix qui sont très accessibles, c'est-à-dire qu'en fait, c'est une politique de prix qui est même souvent inférieure à la pharmacie. Et on est très proche de nos clients. Voilà. Mais c'est volontaire ce choix. Pourtant, je suis pharmacien à la base, donc j'aurais pu me tourner vers la pharmacie, mais on reste un petit peu en dehors de ce circuit. Voilà, vous pouvez nous contacter par mail. On a des partenariats avec les thérapeutes.
Et petite parenthèse, tous les professionnels de santé, quelle que soit leur identité, des infirmières aux aides-soignantes, on fait des remises de 30% sur notre site, voilà, pour accompagner tous les personnels de santé. Merci beaucoup. Via le site Biogénie Projet, on a accès aux commandes, je crois, Nicolas. C'est ça, tout à fait. Ouais. Déjà fait. Mais écoutez, je vous remercie beaucoup pour votre participation. J'espère que ce webinaire vous a intéressé. Et je remercie Nicolas de